tous. Ah, c'est bon, là? Oui. Bonjour à tous. Je suis d'abord très heureux d'être ici parmi vous. Pour une raison très simple, c'est qu'en 1950, ma famille débarquait dans la ville de Nice. Et que donc, j'ai passé toute mon enfance à Nice. J'ai fait mes études primaires à l'école Fioncoda. Et j'ai fait, ma paroisse était l'église Sainte-Jeanne d'Arc. J'habitais au croisement, place de la Libération, on va dire, puisque c'était aux 2 avenue Boriglione et au croisement avec la rue Réperti. Donc j'ai passé toute mon enfance à Nice, jusqu'à l'âge de 11 ans, âge auquel j'ai été mis en pension. Je faisais partie d'une famille nombreuse. Et il se trouvait qu'on m'offrait une bourse parce que j'étais pas mauvais élève, j'étais même plutôt bon, on va dire. Et on m'avait offert une bourse au Prytanée militaire de la Flèche. Donc je ne payais strictement rien. J'étais nourri, logé, blanchi. Pour mes parents, ça permettait de dégager quelques moyens financiers pour éduquer le reste de ma famille. Hein, donc je me suis trouvé donc à 1000 km de chez moi, puisque j'étais toujours, et mes parents ont habité Nice jusque dans les années 90, date à laquelle mon père est décédé, et puis ma mère après. Donc voilà quoi. Je suis de cœur niçois. J'ai passé toutes mes vacances après, de l'âge de 11 ans jusqu'à plus soif à Nice, et puis j'ai continué à aller visiter mes vieux parents jusque tard. Donc c'est une ville que je connais bien, que j'aime bien aussi, hein, et voilà. Donc tout mon esprit révolutionnaire a dû se former quelque part à l'école Fioncoda à Nice. Voilà. Bon. Alors après, bon, je suis allé au Prytanée militaire, j'ai fait quelques années d'études là-bas, jusqu'à mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, j'ai passé le concours d'entrée à Saint-Cyr, et à partir de ce moment-là, bon, j'étais bien sorti, hein, comme je vous l'ai dit, j'étais bon élève, j'étais pas le plus mauvais élève de ma classe, puisque je suis sorti major, par exemple, de l'école d'application de l'infanterie, je suis bien rentré, bien sorti de Saint-Cyr, bien sûr, dans la botte, comme on dit. Et puis après, bon, j'ai été major au cours des capitaines. Je suis rentré le plus jeune de ma génération à l'école supérieure de guerre. Tout ça pas pour me vanter, mais pour dire tout simplement que je ne suis pas un marginal, que mon cerveau fonctionne à peu près normalement, hein, et que donc je ne suis pas un révolté comme ça, ou un complotiste qui s'ignore. Non, 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 j'ai beaucoup réfléchi, et puis surtout j'ai eu une carrière militaire assez bien remplie. J'ai été dans l'encadrement d'unités d'élite, de chasseurs alpins et de la Légion étrangère. Hein. J'ai passé quelques années à la Légion. J'ai servi une dizaine d'années à l'étranger, hors de l'Hexagone, hein, dans des pays aussi divers que les États-Unis, où j'ai passé 3 ans. Comme officier de liaison auprès de l'enseignement militaire supérieur américain. J'ai passé aussi 2 ans en Palestine, hein, où j'ai eu l'occasion de prendre, au cours de 2 séjours, des connaissances très précises des partis qui s'affrontaient là-bas. Hein, je connais tous les pays de la région. J'ai visité ou séjourné dans 90 pays. C'est pas rien. Hein, et donc, au fil du temps, je me suis forgé une expérience, une connaissance, je ne dis pas encyclopédique, parce qu'il en reste encore tant à visiter, mais j'ai une vue des choses en connaissant les parties prenantes dans ces conflits-là. Je connais bien les Israéliens, je connais bien, par exemple, pour la Palestine, je connais bien le Hezbollah, que j'ai fréquenté régulièrement. Hein, je connais bien les pays qui entourent la Palestine, c'est-à-dire j'ai visité quasiment tous les villages du Liban, d'Israël bien sûr, hein, de Jordanie, de la Syrie, hein, et de l'Égypte.
Donc j'ai une connaissance assez bonne de cette région-là. J'ai eu l'occasion aussi, bien sûr, d'intervenir au Kosovo, à Sarajevo, où j'étais commandant de bataillon et puis patron du bureau plan de l'OTAN dans cette région-là. Donc j'ai beaucoup travaillé avec l'OTAN, et puis surtout dans mes 18 affectations différentes, j'ai également été patron du bureau situation, renseignement, guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. C'est dans ce bureau-là que j'ai commencé trop tard, hélas, à ouvrir vraiment les yeux. C'est-à-dire que c'est dans ce bureau-là et dans ces fonctions-là que j'ai commencé à voir l'écart considérable qu'il y avait entre la vérité que je connaissais par les sources qui m'arrivaient de partout. J'étais branché sur l'OTAN, sur toutes les ambassades de France dans le monde, sur toutes les unités françaises déployées dans le monde. Donc je savais ce qui se passait dans le monde et je regardais avec stupéfaction ce que les médias vous racontaient et qui n'était pas du tout la vérité. Donc j'ai mesuré, à partir de ce moment-là, j'ai été ce qu'on appelle déniaisé. J'ai été déniaisé à ce moment-là. Et c'était tard, c'est vrai. Mais avant ça, j'étais le nez dans le guidon, je faisais mon boulot et je ne me posais pas de questions. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Et puis, j'ai continué ma carrière, mais c'était déjà tard dans ma carrière. C'était déjà tard, j'avais plus de 45 ans, ou 47 ans, hein, quand j'ai commencé vraiment à comprendre. Hein, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible de tromper nos concitoyens à ce niveau-là, parce que derrière ces mensonges qui se racontent, derrière ces narratifs mensongers, il y avait la vie des hommes et des femmes. Hein, quand on mentait, par exemple, pour aller en guerre, alors pas nous, mais les Américains, c'est pareil. Hein, ils font partie de notre camp globalement de menteurs. Hein, mais quand on mentait, il y avait, au bout du chemin, il y avait la mort. Et la mort, pas quelques centaines, mais il y avait des milliers, des centaines de milliers de morts. Hein, et il y en avait en particulier, les guerres d'Irak, par exemple, ont été très meurtrières. Hein, et je me souviens de cette phrase de Madeleine Albright, une grande saïane devant l'éternel. Hein, vous savez ce que c'est qu'un saïane? Hein, c'est quelqu'un qui aide. Saïan, ça veut dire celui qui aide. Saïan au singulier, saïanim au pluriel. Ce sont des gens, donc, qui aident qui? Parce que c'est un mot hébreu, hein, saïan. Bon, allez savoir qui ils aident. Voilà. Bon, donc, tout ça pour vous donner un petit aperçu, d'abord, de ma carrière, pour vous dire qui je suis, hein, non seulement d'histoire, mais en plus, quelqu'un qui a découvert son chemin de Damas, hein, qui s'est maintenant converti à la lutte contre ceux qui nous mentent, quotidiennement, à la lutte contre ceux qui nous mentent dans notre pays, mais surtout ceux qui nous mentent aussi à l'étranger, parce que tout ça, c'est une espèce de toile d'araignée qui enserre, et on va le voir, qui enserre le monde, hein, et qui, aujourd'hui, dirige réellement le monde. Sauf que maintenant, ils se sont heurtés à un obstacle, quelque part à l'est de l'Ukraine, et que ceci va tout changer, je l'espère. Donc voilà, on va démarrer la conférence. Donc vous avez derrière vous le plan de la conférence. Donc avant de me lancer dans l'exposé du jour, moi je voudrais remercier bien sûr Florent Bastide de m'avoir fait l'honneur de m'inviter et saluer amicalement tout le monde, hein, ceux qui se sont déplacés pour m'écouter. Alors, pour les propos qui vont suivre, j'adopterai le plan suivant que vous voyez derrière. Alors, j'ajoute que je suis un paisible retraité. Hein. Rien d'autre.
Donc je ne suis pas un agent de Poutine, hein, je n'ai pas de conflit d'intérêt, donc je préfère le dire à l'avance. Hein. Et pour les propos qui vont suivre, j'adopterai donc le plan suivant, que vous voyez derrière vous. Donc nous rappellerons dans une courte introduction l'évolution des relations internationales de 1945 à 2024. C'est très important, parce qu'on va trouver les racines de tous les chaos qui sont là aujourd'hui, on va les trouver dans cette période. Puis nous décrirons les nouveaux blocs qui se sont constitués depuis la chute du mur de Berlin, et surtout depuis septembre 2001. Nous analyserons leurs objectifs de ces blocs et découvrirons en quoi ils s'opposent. Enfin, nous analyserons les crises et leurs enjeux, les crises actuelles et leurs enjeux. En conclusion, au moment des questions, nous essaierons de prévoir l'évolution des grands équilibres géopolitiques mondiaux aujourd'hui. Donc attaquons tout de suite. Depuis septembre 2001, c'est bon, les crises se sont enchaînées sans discontinuer et à un rythme effréné dans le monde. Vous avez eu les guerres d'Irak, les révolutions colorées. Alors je vous les rappelle parce que la moitié d'entre vous ne connaissent pas toutes ces révolutions. Il y a eu la rose en Géorgie, l'orange, la première en Ukraine, la révolution des tulipes au Kyrgyzstan, la révolution du cèdre au Liban, la révolution pourpre en Irak, bleue au Koweït, verte en Iran, pour terminer par Maïdan en Ukraine. Mais c'est pas tout. Vous avez eu également les printemps et les crises arabes de 2010 à 2023, avec la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie. La montée en puissance de l'islamisme radical, d'Al-Qaïda et de Daesh, la résurgence d'un axe de crise Est-Ouest avec les guerres en Ukraine et en Palestine, et la crise qui se profile aussi en mer de Chine, la crise du nucléaire coréen, sans oublier bien sûr la crise économique et financière qui couvre à partir de 2007. L'information tronquée, voire la désinformation massive et délibérée dont nous sommes l'objet au quotidien, ne permet pas aux citoyens ordinaires de s'y retrouver, de percevoir une logique, une explication, des liens entre ces événements. La question qui se pose est de savoir si tous ces désordres sont les fruits d'une conjoncture ou des hasards de l'histoire, ou bien si quelqu'un tire les ficelles, initie ou favorise ces situations de crise et de guerre, et si oui, qui et pourquoi? Au sortir de la guerre 39-45, le monde s'est réorganisé autour des vainqueurs. Il y a eu la création de l'ONU, de son Conseil de sécurité, de ses 5 membres permanents, avec droit de veto. Les accords de Bretton Woods, qui organisent un système monétaire international fondé sur le dollar. La création du FMI et de la Banque mondiale, puis de l'OMC, dont la direction reste aux mains des Occidentaux. C'est sur la base de tous ces accords qui prévalent toujours aujourd'hui que les Occidentaux vont bâtir leur puissance économique et leur prospérité. De 1945 à 90 s'écoulent 45 ans d'une période souvent qualifiée de guerre froide. C'est une période au cours de laquelle les relations internationales s'articulent autour de 2 axes. Un axe Est-Ouest, qui opposait le monde communiste et son outil militaire, le pacte de Varsovie, au monde capitaliste dirigé par les États-Unis et à son outil militaire, l'OTAN. Les 2 blocs disposant de l'arme nucléaire, la confrontation totale était évitée par l'équilibre de la terreur.
Chacun des blocs s'occupait de sa zone d'influence, cherchant toute occasion à l'étendre par des guerres régionales. La guerre de Corée, Cuba, la guerre du Vietnam, multiples conflits aussi en Afrique, révolution et coups d'État en Amérique du Sud. Le deuxième axe était un axe de relations nord-sud entre les pays riches à démographie contrôlée, exploitant les ressources de pays souvent décolonisés au sortir de la guerre, pays pauvres, instables, à démographie galopante. Des flux de matières premières et des flux migratoires importants circulaient du sud vers le nord. Dans l'immédiate après-guerre, le processus de décolonisation était enclenché. De 51 États en 1945, l'ONU va compter plus de 180 États indépendants en 1990. Explosion du nombre d'États. Enfin, certains pays refusaient de s'aligner à l'époque sur les deux grands et créaient le mouvement des non-alignés à Bandung en 1955. Alors, quelques dates à retenir, car c'est au cours de cette première période que tous les chaos que nous connaissons aujourd'hui trouvent leurs racines. En 1947, l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. En 1948, la création de l'État d'Israël, avec 4 guerres qui vont suivre et qui vont se traduire par des extensions territoriales au détriment des Arabes et des Palestiniens. La guerre de 1948, celle de 1956, celle de 1967 et celle de 1973. En avril 1949, la création de l'OTAN. En octobre de la même année, l'arrivée des communistes au pouvoir en Chine. En 1951, la création de l'AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, lobby dont l'influence sur la politique étrangère US et donc sur les affaires du monde va peu à peu devenir déterminante. De 50 à 53, la guerre de Corée. Avril 55, la conférence de Bandung, qu'on a déjà évoquée. En mai 55, la création du pacte de Varsovie. On voit qu'elle s'est faite en réaction à la création de l'OTAN. Ce n'est pas elle qui s'est faite la première. En réaction à la création de l'OTAN qui constituait une menace pour l'ex-Union soviétique, et l'OTAN avait été créée 6 ans plus tôt. De 1955 à 1975, la guerre du Vietnam, faisant suite à la guerre d'Indochine française. En 1962, la crise de Cuba. Un autre événement très important, le 22 novembre 1963. L'assassinat du président Kennedy et son remplacement par Lyndon Baines Johnson, qui va inverser la politique US telle que le prévoyait Kennedy sur 2 points. La guerre du Vietnam et le soutien au programme nucléaire israélien et à l'État d'Israël. Cet assassinat est suivi de la naissance à New York d'un courant de pensée néoconservateur sur laquelle on va revenir. En 1980, c'est la montée en puissance de ces néoconservateurs accélérée sous la présidence Reagan. Ce courant n'est ni démocrate, ni républicain, mais clairement ultranationaliste et résolument pro-Israël, car lié à l'AIPAC. 1987, la première intifada en Palestine, immédiatement suivie de la naissance d'Al-Qaïda, premier mouvement organisé et armé de l'intégrisme islamique à vocation mondiale. En 1990, la chute du mur de Berlin
premier grand tournant d'après-guerre dans les relations internationales. Il faut avoir toutes ces dates en tête, et en particulier, regardez bien celles qui sont marquées en rouge, parce qu'on y trouvera les racines des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. De 1990 à 2001 s'ouvre une période de transition après la fin de la guerre froide. C'est une période de détente et de désarmement général. Les efforts budgétaires de défense s'effondrent dans presque tous les pays de l'OTAN et du pacte de Varsovie. Division par 2 ou par 3. En matière de géopolitique, 3 événements importants sont à signaler au cours de cette période. D'abord, la montée en puissance des idées néoconservatrices aux USA et l'entrée de nombreux néoconservateurs à des niveaux élevés de l'administration américaine. En 2000, c'est-à-dire il y a un quart de siècle à peine, les néoconservateurs membres du cercle Project for a New American Century publient leur programme Rebuilding America's Defense. C'est un projet très ambitieux pour la défense des intérêts de la suprématie des USA par tous les moyens, y compris militaires. En septembre 2000, la deuxième intifada en Palestine, suivie comme la première par une forte montée en puissance de l'islamisme intégriste d'Al-Qaïda. On ne peut que constater le fait que la naissance et la montée en puissance de l'islamisme militant intégriste semblent se nourrir des intifadas palestiniennes et des répressions de l'État hébreu qui les suivent. En septembre 2001, dans l'une des hypothèses à considérer, les attaques suicides sur le World Trade Center et le Pentagone pourraient être considérées comme un acte de guerre qui viendrait en réponse à la violente répression soutenue par les USA de la deuxième intifada. Notez bien la concordance des dates. Septembre, le 9/11, c'est exactement la date anniversaire de la provocation de Sharon sur l'esplanade des mosquées. C'est exactement la date anniversaire. C'est le cadeau d'anniversaire. Ça pourrait être le cadeau d'anniversaire de la provocation de Sharon sur l'esplanade des mosquées un an avant, et surtout de l'effroyable répression qui a suivi. Ces attaques donc sur le World Trade Center ont pour effet de renforcer considérablement la position et l'influence des néocons états-uniens. Ils vont mettre en application, sous la présidence de Bush, leur programme pour une consolidation de la suprématie mondiale sans partage par les USA. Ces événements du 11 septembre ont été le point de départ d'un engrenage malsain dans la politique étrangère américaine. Je vous laisse écouter, je ne sais pas si on va pouvoir, mais on va voir, non, il n'y a pas le son, bon tant pis. Donc je voulais vous laisser écouter la déclaration du général Clark, qui était commandant en chef de l'OTAN et qui a déclaré publiquement en 2007 qu'il avait été surpris de constater que l'Amérique se préparait à changer les gouvernements et à détruire les gouvernances dans 7 pays en 5 ans. C'est une vidéo très connue, vous tapez 7 pays en 5 ans sur Google et vous verrez cette vidéo qui est traduite en français et qui... j'ai encore le son, non? Il est fatigué le micro? Bon, mais c'est pas grave. Peut-être que... Voilà. Sinon, c'est pas grave, je peux... Vous m'entendez là-bas au fond? Oui, non, oui. Oui, bon, sinon, c'est pas grave. Oui, donc, le général Clark, qui était pas n'importe qui, commandant en chef de l'OTAN, qui vous raconte une histoire pareille, vous vous rendez compte que je suis pas tout seul à débigocher, quoi.
Il y a aussi un général commandant en chef de l'OTAN. Alors, le commandant en chef de l'OTAN, c'est pas n'importe qui, parce que aux États-Unis, c'est le numéro 1 militaire. C'est pas le chef d'état-major des armées comme chez nous. Hein. Le chef d'état-major des armées, il a certes des accointances avec le président, mais le vrai chef, c'est celui qui dispose des moyens, donc qui dispose de l'OTAN, et c'est le commandant en chef de l'OTAN. Pour que le commandant en chef de l'OTAN vous sorte une affaire pareille et vous dise que son pays a été l'objet d'un coup d'État institutionnel, d'un coup d'État par une bande de mafieux, qu'il appelle, en fait, ce sont les néocons, hein. Il cite les noms, il donne tous les noms. Bon, pour qu'un général d'armée américain, ancien commandant en chef de l'OTAN, en arrive à dire une chose pareille, c'est que c'était pas si faux que ça. C'est-à-dire qu'il y avait eu effectivement une prise de contrôle de l'appareil administratif américain par les néocons. Donc dès 2001. Alors je m'arrête un instant pour vous donner un aperçu de la doctrine des néoconservateurs. Elle est bonne? Vous arrivez à... Non? C'est bon? Alors, d'abord, le refus du déclin de la puissance américaine, parce qu'elle est, selon le narratif néocon, la première puissance démocratique du monde. Empêcher l'émergence d'une puissance rivale, ça c'est très important. Revalorisation de l'outil militaire pour répondre aux agressions, comme si l'Amérique allait être agressée par... C'est toujours, selon elle, elle agit en légitime défense. Elle attaque partout en légitime défense. La fin de la complaisance envers les dictatures. Et enfin, la clarté morale et l'hégémonie bienveillante. Je vous laisse mesurer. Alors moi, j'y ajoute 6 caractéristiques. Alors ça, vous le retrouvez dans Wikipédia, j'invente pas. Hein. La doctrine des néocons, c'est ça. Hein. Et j'y ajoute donc 6 caractéristiques. Une tendance à percevoir le monde en termes binaires, que vous retrouvez aussi ces caractéristiques dans Wikipédia, hein, bon, mauvais. Une faible tolérance pour la diplomatie, la volonté d'employer rapidement la force militaire, une insistance sur la nécessité pour les États-Unis d'agir de manière unilatérale et un dédain pour les organisations multilatérales, comme l'ONU en particulier. Les Américains se foutent complètement de l'ONU. Et une focalisation sur la protection d'Israël et donc sur l'action au Proche et Moyen-Orient. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que le néoconservatisme a été imaginé et créé par des sionistes new-yorkais. On y revient. La certitude d'avoir raison, le cynisme et le jusqu'au-boutisme dans l'erreur. Alors, diapo 9, le néoconservatisme, qui est généralement perçu comme une droite républicaine extrême, est en réalité un mouvement intellectuel né à la fin des années 60, sous la présidence Johnson, on en reparlera, au sein de la rédaction de la revue mensuelle Commentary, qui est l'organe de presse de l'American Jewish Committee. C'est le mensuel de la communauté juive américaine. Le Forward, le plus ancien quotidien juif américain, écrit dans un article de janvier 2006, qu'on peut retrouver sur Internet aussi, s'il y a un mouvement intellectuel en Amérique dont les juifs peuvent revendiquer l'invention, c'est bien le néoconservatisme. Cette pensée horrifiera sans doute la plupart des juifs américains majoritairement libéraux, et pourtant c'est un fait qu'en tant que philosophie politique, le néoconservatisme est né parmi les enfants des immigrants juifs et qu'il est actuellement le domaine particulier des petits-enfants de ces immigrants. L'apologiste du néoconservatisme, Murray Friedman, explique cela par la bénéficence
la bénéficence inhérente au judaïsme, l'idée que les Juifs ont été placés sur terre pour en faire un monde meilleur, peut-être même plus sacré. De septembre 2001 à mars 2024, les néoconservateurs, donc pendant un quart de siècle, les néoconservateurs sont à la manœuvre aux États-Unis. Les idées néoconservatrices prennent pied et se renforcent dans certains pays alliés par le biais d'une diaspora soutenant activement Israël. Dès septembre 2001, Tony Blair renforce son lien de soutien inconditionnel aux USA. En septembre 2001, donc le 9/11, avec John Howard, puis en 2007 avec Julia Gillard, l'Australie confirme son alignement sur les néoconservateurs US. Ces deux pays vont participer à la guerre d'Irak en acceptant délibérément de mentir avec les USA sur les armes de destruction massive. En 2006, les néoconservateurs prennent le pouvoir au Canada avec Stephen Harper, qui inverse la politique étrangère canadienne à 180 degrés et s'aligne sur les USA, notamment sur la Palestine. La politique étrangère canadienne, jusqu'alors équilibrée, devient ouvertement et outrancièrement pro-Israël. En 2007, sous la présidence de M. Sarkozy, citoyen d'honneur d'Israël, les néoconservateurs français prennent les rênes de la politique étrangère française. Celle-ci devient plus interventionniste et belliqueuse et s'aligne également sur les États-Unis. En mars 2009, la France revient d'ailleurs dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN après une absence de 43 ans voulue par le général de Gaulle pour préserver l'indépendance de la France. De septembre 2001 à nos jours s'ouvre la période de désordre international dont j'ai parlé en introduction, clairement prémédité, suscité, organisé, soutenu, entretenu par les néoconservateurs américains et leurs alliés les plus proches. La guerre en Irak à partir de 2003, les révolutions colorées dont j'ai parlé tout à l'heure, en octobre 2006, la proclamation de l'État islamique d'Irak, père de l'État islamique actuel, en réplique à la guerre menée par les néocons américains de Bush à partir de 2003. Là encore, c'est une réaction. La création de l'État islamique d'Irak, c'est pas sorti du chapeau. C'est une réaction aux guerres et aux morts par centaines de milliers qu'on a créées dans ce monde-là. Le printemps arabe à partir de 2011, puis les crises syriennes et yéménites, etc., à partir de 2014. En avril 2013, c'est la création de l'État islamique en Irak et au Levant qui se sépare d'Al-Qaïda et qui devient Daesh. En 2013, à l'automne 2013, donc début de la crise ukrainienne, qui a conduit à Maïdan, puis à la guerre que nous connaissons. 2015, le début d'une crise en mer de Chine qui conduit aux provocations US à Taïwan à partir de 2022. La période 2001-2024 est aussi celle de la forte montée en puissance de pays émergents ou réémergents tels le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces 5 pays décident d'unir leurs forces à partir de 2008 en créant les BRICS pour faire valoir un point de vue différent de celui que souhaitent imposer au monde les néoconservateurs américains. Les BRICS ouvrent leurs portes à de nouveaux venus, à 5 nouveaux États en 2024. Enfin, cette période 2001-2024 est aussi celle de la très forte montée en puissance de l'islamisme intégriste organisé en réaction, il faut bien le constater, aux actions militaires conduites par les néocons américains en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, et à leur comportement peu respectueux des conventions internationales
du droit de la guerre et même des droits de l'homme et du respect de la vie humaine. Les tortures à Guantanamo, les humiliations et les assassinats, les meurtres à Abu Ghraib, filmés et passant sur Facebook, 500 000 morts en Irak pour une guerre dont le prétexte était mensonger. Quel est aujourd'hui le point de situation? S'agissant de relations internationales, il n'y a guère aujourd'hui que 4 États qui comptent vraiment sur près de 200 que compte la planète. Ce sont eux qui font que les événements sont ce qu'ils sont. Les autres États, si grands soient-ils, ou se croient-ils, ne font que venir en soutien ou s'aligner sur des politiques choisies par d'autres. Le plus important de ces 4 États reste sans conteste les États-Unis, première puissance économique en dollars nominal et premier budget militaire du monde. Ils contrôlent le FMI, la Banque mondiale, le dollar, l'OMS, l'OMC, le CIO et l'OTAN, et ont un droit de veto et des moyens de pression sur l'ONU qu'ils utilisent sans modération. Cet État intervient partout dans le monde pour s'efforcer de conserver cette suprématie et pour créer un ordre mondial qui arrange ses affaires et qui lui permet de vivre très au-dessus de ses moyens réels. Rappelons que les États-Unis ont été 225 ans en guerre sur 246 années d'histoire, soit 90% du temps de l'histoire de leur pays. C'est un pays qui ne sait faire que la guerre. Un monde unipolaire dirigé par les USA, tel est l'objectif, sous l'influence des néoconservateurs et de l'AIPAC qui les inspire, la politique étrangère US offre un soutien inconditionnel à l'État hébreu. Cet État est cependant fragilisé par une dette abyssale de plus de 34 500 milliards de dollars seulement pour la dette fédérale, le chiffre de 114 000 milliards. 114 000 milliards, c'est la dette globale en comptant les dettes des États, les dettes des communes, des comtés et des particuliers. Mais la dette fédérale est de 34 500 milliards de dollars et cette dette est en croissance de plus en plus rapide et de moins en moins maîtrisable. C'est à peu près de l'ordre de 5 milliards de dollars par jour. 5 milliards de dollars par jour, l'accroissement de la dette. Elle est aussi fragilisée par la division de sa population en 2 camps farouchement opposés et par l'hostilité grandissante que suscite toujours plus son action dans de très nombreux pays. Le second pays qui compte, c'est la Russie, héritière de l'Union soviétique, disposant du territoire de très loin le plus étendu au monde et de ressources naturelles considérables, disposant de l'arme nucléaire et d'un droit de veto aux Nations Unies. Elle reste une grande puissance politique et militaire et dispose d'une diplomatie très active et souvent très brillante, et d'une économie en forte croissance qui est devenue la première puissance économique européenne en PIB-PPA, parité de pouvoir d'achat, depuis fin 2022, selon la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, ça n'est plus l'Allemagne, c'est la Russie qui a dépassé l'Allemagne en produit intérieur brut, parité de pouvoir d'achat. Elle milite, cette Russie, pour un monde multipolaire et tente, avec d'autres, de s'organiser pour s'opposer aux prétentions US à gouverner le monde. La Russie a été très longtemps fragilisée par un système économique et financier mondial conçu par les Occidentaux, pour les Occidentaux, par l'hégémonie du dollar dans les échanges internationaux, par la puissance médiatique occidentale qui cherche souvent à ternir son image, et par les sanctions visant à la soumettre dont elle a été l'objet. Il semble bien aujourd'hui que grâce aux sanctions occidentales et à de ces très nombreux soutiens, la Russie s'affranchisse toujours plus de la tyrannie économique et financière occidentale. Le troisième État qui compte, c'est la Chine.
deuxième puissance économique mondiale, mais appelée à devenir la première avant 2030, en dollars nominal, mais première puissance économique mondiale depuis 9 ans en parité de pouvoir d'achat. Elle dispose, elle a les plus importantes réserves de devises étrangères au monde et elle dispose de l'arme nucléaire et du droit de veto à l'ONU. Elle dispose en outre d'une puissance militaire considérable en développement rapide et d'un droit de veto à l'ONU, que je viens de dire. Elle vise à trouver sa juste place dans un monde multipolaire. Elle constitue, pour les États-Unis, un challenger redoutable pour la conquête de la suprématie mondiale, d'autant qu'elle n'est aujourd'hui fragilisée ni par une dette excessive par rapport à sa croissance, ni par un interventionnisme militaire tous azimuts coûteux, ni par l'existence d'ennemis déclarés et puissants. Son régime politique fort, une diplomatie très active et très efficace, et la résilience de sa population constituent des atouts considérables. Le quatrième État qui compte aujourd'hui en matière de relations internationales est Israël. Israël, bien que petit, pour ne pas dire minuscule, par la taille et la puissance économique et par sa population, cet État a su patiemment, avec un soutien actif de sa diaspora et de quelques dizaines de milliers de Sayanim, ce qui aide, conquérir une influence sans égale dans la politique étrangère de certains États parmi les plus puissants au monde. Les USA, la France, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie. Ce sont d'ailleurs ces États dans lesquels la diaspora est la plus nombreuse. Israël s'est progressivement forgé, par diaspora et sayanim interposés, une force de frappe de communication, d'information et d'influence de portée mondiale, sans équivalent. Facebook, Google, Wikipédia, journaux et télévisions, Hollywood, etc. Tout ça, c'est piloté directement à partir de la diaspora, donc de Tel Aviv. Hein, les réunions annuelles de l'AIPAC à New York en témoignent. Cet État, Israël, fort de ses soutiens, souhaite évidemment que ces soutiens restent forts et agit quotidiennement pour cela, en coulisses le plus souvent. Il est résolument pour un monde unipolaire, dirigé par son principal allié et soutien, les États-Unis, qui se comportent donc trop souvent en véritable proxy d'Israël. Il a aussi un objectif qui lui est cher et qu'il place au-dessus de tout, bâtir Eretz Israël, un grand Israël ethniquement pur. Sa fragilité réside dans la réprobation d'une très forte majorité des opinions politiques et publiques mondiales pour sa politique d'apartheid et la violence disproportionnée et aveugle avec laquelle il a réprimé les intifadas et révoltes palestiniennes entre 1987 et 2024, et notamment ces derniers bombardements à caractère génocidaire de Gaza. Il faut y ajouter aussi que le territoire d'Israël manque cruellement de profondeur stratégique. Le bloc conduit par la bande des six, que moi je l'appelle la bande des six, c'est-à-dire USA, Grande-Bretagne, France, Canada, Australie et Israël, suivi par le reste de l'UE, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, représente moins de 35 pays sur 200, moins d'1 milliard d'habitants, 15% de la population mondiale, 58% de la puissance économique mondiale en dollars nominal, mais seulement 30% en dollars parité de pouvoir d'achat. 4 des 6 pays qui dirigent ce bloc
disposent de l'arme nucléaire et 3 d'entre eux ont un siège de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Outre le nucléaire, ce groupe de 6 dispose de l'arme médiatique, la plus formidable qui ait jamais existé pour façonner l'opinion mondiale. Il dispose enfin d'un réseau d'écoute et d'espionnage extrêmement performant qu'Edward Snowden, a partiellement dévoilé. C'est le système de la NSA et du réseau Echelon. C'est ce bloc des 6 et ceux qui les suivent agissent pour le maintien du statu quo, c'est-à-dire un monde unipolaire dirigé par les États-Unis via le FMI, la Banque mondiale, l'OTAN, le G7, le dollar et très accessoirement l'euro et le yen. Ce bloc soutient inconditionnellement l'État hébreu et la politique de ses dirigeants, puisque l'énorme majorité de ces 35 pays, à l'exception de la Suède et de quelques pays de l'ancien bloc de l'Est, n'a pas reconnu l'État palestinien à l'ONU. Ce bloc est fragilisé par la dette et les oppositions internes ou externes, voire les rejets qu'il suscite dans le reste du monde. Il paraît dans l'ensemble plutôt déclinant. Son bras armé, l'OTAN, a perdu de sa superbe dans la période de désarmement massif qui a suivi la chute du mur de Berlin. C'est ce bloc et lui seul qui s'autoproclame et se considère à lui seul donc communauté internationale par le biais des médias occidentaux. L'autre bloc, c'est le bloc dit des BRICS, créé en 2008, donc très jeune. Ce bloc de 5 États a ouvert ses portes à 5 autres États au 1er janvier 2024. Il compte à lui seul 45%, déjà 45% de la population de l'humanité, 35% des terres émergées et 37% de son économie en parité de pouvoir d'achat. 3 d'entre eux disposent de l'arme nucléaire et 2 d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Ce bloc milite pour un monde unipolaire et le changement des règles du jeu. La réforme de l'ONU... Oui, du monde multipolaire. J'ai dit quoi? Unipolaire? Non, multipolaire. Et le changement des règles du jeu. Réforme de l'ONU, du FMI, de la Banque mondiale. C'est pour voir si vous êtes... Il est en croissance économique rapide. Il se prononce clairement pour la création de 2 États en Palestine, position répétée dans tous ses sommets. Tous ont reconnu avec 133 autres États à l'ONU l'État de Palestine. Donc il y a aujourd'hui 138 États à l'ONU, c'est-à-dire presque une majorité des 2 tiers de l'ONU qui reconnaît l'État de Palestine dans ses frontières de 67. Bref, ce bloc est en opposition frontale avec le bloc de la bande des 6, analysé précédemment. Il est beaucoup moins fragilisé par la dette et bénéficie de très nombreuses sympathies dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Il est très soudé face aux ingérences des États-Unis et paraît dans l'ensemble sur une trajectoire ascendante. Il dispose de forces armées considérables et d'excellents niveaux. Depuis février 2022, de nombreux postulants à l'adhésion aux BRICS se sont fait connaître. Outre les 5 pays retenus pour 2024, d'autres pays pourraient faire l'objet d'un autre élargissement, dont l'Indonésie, l'Algérie, la Colombie pour les plus grands. Si leurs candidatures sont retenues, avec d'autres, cela ne fera qu'accélérer la bascule de la puissance économique mondiale au profit des BRICS à très court terme, pourquoi pas le 1er janvier 2025. Vous savez que c'est la Russie qui préside les BRICS en ce moment, et je me doute qu'en octobre, au sommet des BRICS, on aura encore des annonces intéressantes. Alors en 2000, le PIB, alors je vous montre les PIB parce que ça, il faut les voir.
les PIB cumulés en 2000, les PIB cumulés des pays devenus BRICS en 2008 étaient le quart de celui des USA et plus du tiers de celui des 27 pays membres de l'UE. Regardez la progression des colonnes rouges, qui sont la progression des BRICS. Le 1er janvier 2024, après élargissement, ce PIB cumulé des BRICS a été multiplié par plus de 11 à 30 700 milliards de dollars. Il a dépassé celui des USA en 2022 et distancé très largement celui d'une UE sans le Royaume-Uni. Tiré par les croissances indiennes et chinoises de 6,3 et 5% en 2023, ce PIB cumulé des BRICS continue de croître 4 fois plus vite que celui de l'Occident US-UE. On est sur une autoroute, on roule à 60, les autres roulent à 240. Bon, évidemment, ça va pas, on ne va pas les voir très longtemps. La création de la Banque des BRICS et de l'Asian Infrastructure Investment Bank, l'entrée en 2016 du yuan dans le panier de devises de réserve du FMI, la dédollarisation progressive mais qui s'accélère des échanges internationaux, la mise en place fin 2016 par la Chine d'outils nationaux pour les transferts électroniques et boursiers, la création par les BRICS d'une agence de notation non anglo-saxonne qui s'appelle Dagon bouscule toujours plus les règles de gouvernance économique mondiale héritées de Bretton Woods. Cette montée en puissance des BRICS et de leurs projets suscite intérêt et soutien dans de très nombreux pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, lassés de la tyrannie économique et politique imposée par le monde, USA, OTAN. En témoigne bien sûr le nombre important de nouveaux candidats. Il y a 25 candidats, bon, ils ne seront pas tous élus, il y a 25 nouveaux candidats pour rentrer dans les BRICS, alors qu'ils ne sont aujourd'hui que 10. Qu'on le veuille ou non, ces évolutions vont se faire au détriment de la coalition occidentale. Avec l'élargissement des BRICS au 1er janvier 2024, elles sont désormais beaucoup plus rapides qu'on ne le croit, et ça va reléguer le monde USA-OTAN en deuxième division, à moyen terme. D'autant qu'on peut compter sur la Russie, qui assure aujourd'hui la présidence des BRICS depuis 2 mois, pour accélérer le processus d'élargissement et de dédollarisation qui suit. Alors là maintenant, en parité de pouvoir d'achat, c'est encore plus intéressant parce que c'est en parité de pouvoir d'achat qu'on mesure la résilience d'un pays et qu'on mesure également sa capacité, les budgets de défense que l'Occident se complaît à mesurer en dollars nominal. Ces comparaisons n'ont aucun intérêt. C'est en parité de pouvoir d'achat qu'il faut les mesurer. Et donc la parité de pouvoir d'achat, vous la voyez derrière vous, pour le PIB cumulé seulement des 10 pays BRICS, devenus BRICS aujourd'hui, le PIB PPA cumulé aura été multiplié par plus de 7 entre 2000 et 2024, en un quart de siècle. Par contre, dans le même temps, le PIB des USA et de l'UE n'ont été multipliés que par 2,5. Depuis 2022, le PIB PPA des BRICS est désormais supérieur au PIB cumulé, PIB PPA cumulé des USA et de l'Union européenne. C'est capital, ça. Autrement dit, les pays BRICS avancent 2 fois à 3 fois plus vite que nous sur l'autoroute de la croissance, que ce soit en PIB dollar nominal ou en PIB parité de pouvoir d'achat. Cela veut dire que l'économie mondiale a déjà basculé dans le camp des BRICS et que l'écart va se creuser avec l'arrivée des nouveaux candidats qui sollicitent leur accession aux BRICS. D'autant plus que la crise sanitaire, les guerres en Ukraine et en Palestine ont affecté la coalition USA, UE, OTAN, AUKUS, G7 bien davantage qu'elles n'ont affecté les pays BRICS. Si les BRICS ont été globalement des fourmis sobres et frugales, et le demeurent plus que nous, les pays
de l'Occident US-UE en déclin vont devoir apprendre à leur tour la sobriété et la frugalité. La vie à crédit aura une limite et nous allons devoir apprendre à vivre selon nos moyens. C'est une certitude. Le tableau ne serait pas complet si l'on ne parlait pas du monde musulman, en marge des deux blocs précédemment évoqués. 52 pays sur 200 sont à majorité musulmane. Ils regroupent plus d'1 milliard d'habitants, 1,3 je crois. Les actions coordonnées de la bande des six, conduite par les USA, a jusqu'à présent parfaitement réussi l'application de la stratégie diviser pour régner, en suscitant, attisant, entretenant la division en terre d'islam. Division entre laïcs et religieux, entre modérés et intégristes, entre chiites et sunnites. Les printemps arabes en Tunisie, en Libye, en Égypte et les guerres civiles en Syrie, en Irak et au Yémen sont des exemples parmi d'autres de ces divisions et de ces désordres. Ce monde de l'islam, qui pourrait être puissant s'il était uni, semble bien aujourd'hui encore, et dans plusieurs pays, être dans un état proche de l'autodestruction et du retour au Moyen-Âge. En dépit des analyses volontairement alarmistes des médias, ce monde ne représente pas encore, loin s'en faut, une menace économique ou militaire pour chacun des blocs précédemment évoqués. Pour autant, la création du chaos en terre d'islam, résultant de l'ingérence délibérée des États-Unis et de leurs alliés les plus fidèles, a un effet pervers inquiétant pour l'Union européenne, celui d'un flot ininterrompu et croissant de réfugiés que nous pourrons de moins en moins contrôler. D'une manière générale, le monde de l'islam est opposé au bloc des six, notamment sur la politique en Palestine et sur ses mœurs jugées dépravées et décadentes. Les pays du Golfe, alliés peu fiables des États-Unis, pratiquent à merveille le vieux proverbe arabe « baise la main que tu ne peux trancher ». Ils ont une forte tendance aujourd'hui à se rapprocher quand même de la multipolarité. L'intégrisme musulman de type Al-Qaïda et État islamique qui nous préoccupe tant n'affecte qu'une part infime du monde de l'islam, moins de 1 pour 10 000. Sa naissance et son extension se sont nourries au nom des intifadas palestiniennes, de la guerre de Bush en Irak et du soutien inconditionnel des Occidentaux à la politique d'apartheid et aux réactions disproportionnées et aveugles de l'État hébreu, malgré que toujours quelques protestations du bout des lèvres. Ces intégristes sont eux-mêmes divisés entre eux. La bonne nouvelle pour le monde musulman est que sous l'égide de la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont réconciliés et que la Syrie a été réintégrée au sein de la Ligue arabe. Par ailleurs, la rue arabe et le monde de l'islam ont tendance, si peu que ce soit, à refaire leur unité face au régime d'apartheid israélien et en opposition à l'Occident qui soutient ce régime. C'est la raison pour laquelle le monde arabe et le monde de l'islam se tournent en forte majorité vers la multipolarité, c'est-à-dire vers la Chine et la Russie. J'ai tenté d'établir un schéma d'ensemble pour résumer les relations internationales entre blocs. Le voici. On y constate que les Occidentaux, couverts de dettes, si puissants soient-ils encore économiquement, sont ultra minoritaires, tant par la population que par le nombre d'États qui se rattachent à cet ensemble. Prétendre aujourd'hui, comme le font les médias occidentaux, que la Russie est isolée, est une contre-vérité flagrante. Chacun aura compris que les États-Unis et leurs alliés néoconservateurs de la bande des six et de l'UE ont un intérêt majeur
à affaiblir, à diviser, voire à casser les BRICS, l'un après l'autre, avant que ceux-ci, devenus trop puissants, ne parviennent à changer les règles du jeu économique mondial et à précipiter le déclin occidental. Comme il est impossible d'affronter le bloc des BRICS dans son ensemble, on va s'efforcer de traiter ces pays séparément, en commençant par les deux têtes, Russie et Chine, mais sans oublier le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, et demain, tous les autres. Les crises de Syrie et d'Ukraine ont été montées de toutes pièces par les services US et leurs alliés pour affaiblir la Russie. Les très nombreuses preuves accumulées depuis septembre 2013, depuis Maïdan, ne laissent aucune place au doute sur ce point. La stratégie occidentale des sanctions économiques ne pouvait réussir qu'en isolant la Russie. C'est aujourd'hui un échec. Si l'on a temporairement affecté l'économie russe au tout début par les sanctions entre 2013 et 2017, Poutine a riposté en finesse, tous azimuts, et surtout très efficacement. Son économie a retrouvé la croissance dès 2017 et se porte aujourd'hui plutôt bien, avec une croissance cette année de 3,6%. En 2023, l'année qui vient de s'écouler. En PIB, parité de pouvoir d'achat, je l'ai dit, la Russie a dépassé une Allemagne en récession en septembre 2022, selon la Banque mondiale. Il y a eu, donc, dans la riposte russe, l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Crimée en 2014, ressemblant fort à celui que les Occidentaux avaient réalisé au Kosovo pour le détacher de la Serbie. Il y a eu la fermeture des frontières aux produits ukrainiens, d'abord, dans les premières années, venant des zones contrôlées par Kiev, l'embargo sur les produits agricoles venant de l'UE, qui a mis l'agriculture européenne en difficulté, le resserrement des liens politiques, économiques et militaires avec ses alliés des BRICS et de l'OCS, qui ont tous apporté leur soutien à la Russie sur le problème de l'Ukraine, ouvertement ou en coulisses. Le resserrement des liens politiques, économiques et militaires avec ses amis du monde entier, dont la Syrie, l'Iran, l'Éthiopie, le Cuba, le Vietnam, la Turquie, l'Égypte, l'Algérie, le Venezuela, etc., etc. La coopération sur le nucléaire civil et le renforcement militaire de l'Iran, avec livraison de missiles de défense solaire à l'Iran, mais aussi des avions de combat Su-35, rendant plus difficile toute attaque de ce pays par Israël ou par les USA, la création d'une banque de développement visant à se substituer au FMI et à la Banque mondiale, lorsque ces deux organismes reposant sur le dollar et tenus par les Occidentaux feront défaut, en refusant telle ou telle opération pouvant concerner les BRICS et leurs alliés. Par ailleurs, à l'instigation de la Russie et de la Chine, les BRICS ont été plus loin, en créant leur propre agence de notation, je l'ai déjà dit. Cette agence se prononce en notant tous les pays. On peut imaginer que les pays occidentaux, criblés de dettes, obtiendront des notes beaucoup moins complaisantes que celles qui leur sont encore attribuées par les agences anglo-saxonnes. Enfin, et toujours à l'instigation de la Russie et de la Chine, les BRICS ont créé leur propre système SWIFT pour les transferts internationaux. En voulant affaiblir et isoler la Russie, la bande des six et ses acolytes se retrouvent eux-mêmes très affaiblis et isolés. Mais les USA, qui luttent pour leur survie, n'ont pas dit leur dernier mot. Après la Russie, l'affaiblissement de la Chine, élément moteur des BRICS, est à l'ordre du jour. Les incidents de Hong Kong en septembre-octobre 2014, baptisés mouvement des rubans jaunes ou révolution des parapluies, ne sont pas survenus par hasard. Ils ont été suivis par la révolution des boulettes de poisson en 2016, puis par des manifestations antigouvernementales en 2019 et 2020. Mais c'est un nouvel échec de l'Occident face à la Chine, pour les néoconservateurs évidemment, pourtant spécialistes dans l'organisation et le soutien des révolutions colorées. Ils savent faire, mais là, ils ont raté. Dans une nouvelle opération anti-chinoise,
les États-Unis ont tenté de rassembler tous les pays ayant un contentieux territorial ou maritime avec la Chine, le Japon, le Vietnam, les Philippines, Brunei, Malaisie, Taïwan, et de provoquer des incidents. Ils déclarent soutenir, bien sûr, les États contestataires et montrent les muscles de leur flotte en mer de Chine, en multipliant les manœuvres navales et les gestes provocateurs. Pour l'instant, sans autre résultat que de rapprocher toujours plus la Chine et la Russie. Pays qui ont en commun d'avoir été nommément désignés comme menace principale dans le dernier concept stratégique de l'OTAN du printemps 2022. Le déploiement de missiles stratégiques en Corée du Sud et le renforcement considérable par Trump de la flotte US en mer de Chine, sous prétexte d'une Corée du Nord qui menacerait le monde, vise évidemment la Chine, qui a d'ailleurs parfaitement compris la manœuvre. La Chine, on l'a dit, elle dispose à riposter, elle dispose des plus grandes réserves de devises étrangères au monde, et elle riposte de manière pacifique, mais redoutablement efficace. D'abord sur le terrain économique, en créant dès 2014 2 nouvelles banques à vocation mondiale, chinoises cette fois, s'ajoutant à la Banque des BRICS et visant elle aussi à contourner le système FMI Banque mondiale. C'est l'AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, créé en octobre 2014, et le Fonds de la route de la soie en décembre 2014. La création de ces 2 banques par la Chine, qui a parfaitement perçu l'objectif final des USA dans l'affaire ukrainienne et dans celle de Hong Kong et de Taïwan, constitue une menace très sérieuse pour les États-Unis. Elle est source d'une profonde division dans le camp occidental, puisque 11 États occidentaux ont joué contre les États-Unis et le dollar en acceptant de s'inscrire comme actionnaires fondateurs de ces banques chinoises, concurrentes du FMI, de la Banque mondiale, et cette banque compte déjà 57 membres fondateurs et 89 pays ont déjà adhéré donc, à cette nouvelle banque. Par ce coup de maître, la Chine est donc en mesure de se substituer aux institutions financières mises en place et dominées par les USA en 1945 et à faire valoir sa monnaie, le yuan. Cette création vient aussi, ne l'oublions pas, en appui de la Russie et limite les conséquences des sanctions économiques occidentales. Toujours sur le plan économique, la Chine signe des accords avec plus de 60 États pour commercer en monnaie nationale, donc en contournant le dollar. Enfin, la Chine, qui en a les moyens, s'est lancée dès 2013 dans de gigantesques travaux d'infrastructure baptisés la ceinture et la route, 2013, pour favoriser son commerce dans 7 directions stratégiques, alliant voies maritimes et surtout voies terrestres et couvrant le monde entier. C'est une véritable toile d'araignée. La Chine augmente aussi son budget de défense de 10% par an depuis plus de 10 ans et achète de l'armement dernier cri à la Russie en lui confirmant son soutien pour l'affaire ukrainienne. Elle a entamé à l'époque une campagne diplomatique de portée mondiale et très fructueuse, couronnée dès avril 2015 à la conférence de Jakarta. Alors, le Brésil, maintenant, c'est intéressant parce que c'est assez peu connu. La Chine, on connaît les révolutions à Hong Kong, la Russie, on connaît aussi tous les ennuis qu'on lui a fait, mais le Brésil, c'est assez mal connu. Membre à part entière des BRICS, le Brésil n'est pas oublié par les néoconservateurs US qui souhaitent, je le répète, casser du BRICS. Pour les Américains, le Brésil de Lula puis de Dilma Rousseff avait commis 4 fautes impardonnables. D'abord, sous Lula, le Brésil a rejoint les BRICS. Ensuite, il a commis une première faute. En 2009, Lula a poussé vers la sortie ExxonMobil et Chevron, 2 pétroliers américains, en donnant le contrôle stratégique du pétrole brésilien à une société publique nationale qui s'appelle Petrobras. Il a ouvert ainsi la voie de il a aussi ouvert
la voie de l'exploration pétrolifère dans l'espace brésilien à la Chine, alors que des découvertes très importantes de nouveaux gisements sont faites au large du continent brésilien. La deuxième faute, en 2013, suite aux révélations de Snowden sur l'espionnage, Dilma Rousseff prend 4 mesures. La première, elle dénonce les USA à l'ONU pour violation des lois internationales. Elle annule une visite à Washington prévue de longue date. Elle signe la fin des accords contractuels du Brésil avec Microsoft pour les courriers électroniques et remplace Microsoft par un système national. Et enfin, il décide de construire une ligne sous-marine de fibre optique entre le Brésil et le Portugal pour sécuriser les communications qui transitaient jusqu'alors par les États-Unis. Ceux-ci sont évidemment exclus du nouveau projet. Pas gentil. La faute suivante, en juillet-août 2014. L'État hébreu bombarde Gaza et fait 2000 morts. Déjà, on est en 2014, il y a 10 ans. Dilma Rousseff, présidente du Brésil, qui a reconnu l'État palestinien à l'ONU, rappelle son ambassadeur. Netanyahou riposte en traitant le Brésil de nain politique. Il manque pas d'air, mais il a raison, parce que vous allez voir qu'il a raison. Il a raison, Netanyahou, par rapport à ce qui s'est passé après. Donc les néoconservateurs, alliés du gentil Benjamin, réagissent violemment. En mai 2013, d'abord une petite tentative de révolution colorée, comme ils savent bien faire, avec les premières manifestations de grande ampleur au prétexte de l'augmentation du prix du ticket de métro. Mais pour vous montrer que c'est efficace, la popularité de Dilma Rousseff passe de 70% à 40% en 3 semaines. Juste sur le ticket de métro et surtout sur les techniques avancées de révolution colorée. Le 26 octobre 2014, Dilma Rousseff a survécu de justesse à la massive campagne de désinformation du département d'État, en gagnant les élections présidentielles contre le candidat soutenu par les USA qui s'appelait Aécio Neves. Mais les néocons, ils abandonnent jamais, hein. C'est l'esprit Masada, ça va jusqu'au bout. Hein. En 2015, les néoconservateurs US et leurs relais brésiliens, parce qu'ils ont, comme partout, beaucoup de relais dans la presse, dans la finance, etc., quoi, dans les journaux. Ils ont tenté d'impliquer Dilma Rousseff de corruption dans un scandale appelé Petrobras, hein, la compagnie pétrolière nationale. Ils sont parvenus à mettre, les néocons américains, 1,5 million de personnes dans la rue, c'est pas rien, le 15 mars 2015. Puis ils ont récidivé en avril, mais ça a perdu de sa force, il n'en avait plus que 275 000. Et c'est les techniques de révolution colorée, tout ça. Enfin, le 31 août 2016, les néoconservateurs US et leurs relais brésiliens ont réussi, après 4 ans d'efforts, leur coup d'État institutionnel au Brésil, en obtenant la destitution de Dilma Rousseff sous un prétexte fallacieux et son remplacement par Michel Temer. Ils obtiennent également une condamnation de Lula sous une fausse accusation de corruption pour l'empêcher de participer à l'élection présidentielle de 2018, pour laquelle il était donné favori. On vous interdit de vous présenter, on vous colentole, juste le temps de l'élection. Ils sont aperçus après que c'était une erreur. Cette condamnation est annulée par la Cour suprême peu après la victoire de Bolsonaro.
Lula devra donc attendre le 30 octobre 2022 pour être réélu président du Brésil. Tout ça, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils n'arrêtent jamais, ils ne dorment jamais, hein, ils s'occupent de leurs ennemis, de ceux qu'ils jugent hostiles, et ils s'efforcent de les détruire par tous les moyens. Alors, le président sud-africain, Jacob Zuma, alors vous n'en avez pas non plus entendu parler, mais membre fondateur des BRICS, a eu droit lui aussi, évidemment, à sa petite accusation de corruption juste avant les élections de mai 2014. Fortement relayée par la force de frappe médiatique occidentale à l'époque, bien qu'on n'en ait pas beaucoup entendu parler, cette accusation ne l'a pas empêché d'être réélu. Mais il a dû quand même quitter le pouvoir en février 2018. Il a été remplacé par le milliardaire Cyril Ramaphosa. Comme son collègue Lula, Zuma a été emprisonné en juillet 2021, ce qui a provoqué les pires émeutes depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, les néocons s'activent et s'ingèrent déjà dans le processus électoral sud-africain pour obtenir la défaite de Ramaphosa, qui leur est pas assez favorable, trop favorable aux BRICS, et obtenir la victoire de son concurrent, qui s'engagerait alors à sortir des BRICS. Vous voyez, la manœuvre, elle est là. Hein. Ils arrêtent jamais, jour et nuit. Quant au Premier ministre indien Modi, membre fondateur des BRICS, les leviers d'action des Occidentaux sur sa personne ne manquent pas. Alors d'abord des troubles confessionnels au sein de l'Inde, hein, pour semer un peu le chaos, et les accusations de corruption, toujours hein, pareil, des membres de la famille de Modi. On notera que, par hasard bien sûr, hein, tous les dirigeants BRICS ont été impliqués ou indirectement mis en cause pour corruption dans l'affaire dite des Panama Papers, alors qu'aucun ressortissant des USA ne figurait sur la liste des délinquants fiscaux présumés. Alors en conclusion, on y arrive, hein, il ne fait guère de doute que les crises les plus importantes d'aujourd'hui sont liées à cette lutte pour la suprématie mondiale qui s'est ouverte en 2008 avec la création des BRICS. La grande partie des chèques est en cours. Ne nous y trompons pas, les créations des banques, rivales du FMI, ont été des réponses claires à la tentative d'isolement de la Russie par les sanctions économiques. Ça s'est passé donc en 2014. La création de l'AIIB par les Chinois et la demande de participation de nombreux grands pays occidentaux à cette nouvelle institution à vocation mondiale a porté un nouveau coup très sérieux à Bretton Woods et à la dollarisation du monde. Cette situation pourrait être dangereuse pour la paix, car les États-Unis, en position difficile, n'ont plus beaucoup d'autres atouts que leur puissance militaire présumée pour tenter de s'imposer et de conserver une organisation du monde qui l'avantage. Bon, je l'ai dit, la publication du dernier concept stratégique de l'OTAN de 2022 nomme clairement deux adversaires, Russie et Chine, qui menacent l'hégémonie USA, UE, OTAN. Dans les crises qui se multiplient aux frontières de la Russie et de la Chine, on peut très nettement identifier le rôle moteur de la diaspora néoconservatrice et mondialiste anglo-saxonne. Bon, je n'ai quasiment pas parlé de l'islamisme intégriste. Pourquoi? Parce qu'il ne représente pas une puissance véritable économique ou militaire. Il est encore divisé, même s'il l'est de moins en moins. C'est souvent un outil financé et soutenu en sous-main par Washington et ses alliés les plus fidèles pour créer le chaos là où leurs intérêts l'exigent et ou pour s'opposer à des régimes qu'il convient d'affaiblir ou de garder faibles. L'Iran, l'Irak, la Syrie, etc. Les néoconservateurs peuvent-ils encore l'emporter dans leur bras de fer contre la Russie et la Chine? Les BRICS et l'OCS? J'en doute, pour 5 raisons. D'abord, qui trop embrasse mal étreint. En s'attaquant simultanément à la Russie, à la Chine, soutenue par de nombreux alliés et amis,
Les néoconservateurs ne sont pas parvenus à isoler la Russie sur la guerre d'Ukraine, condition indispensable pour l'emporter. Les sanctions économiques boomerang ont déjà et auront toujours plus l'effet inverse de celui recherché. Elles précipitent aujourd'hui le déclin occidental face aux BRICS et à l'OCS qui restent solidaires. Le temps joue en faveur de la Russie. L'OTAN a perdu de sa puissance après 30 années de désinvestissement et de baisse des budgets militaires dans les pays de l'UE. Elle n'est plus capable de l'emporter militairement. Les populations et les soldats occidentaux ne sont pas prêts à se battre et à mourir pour l'Ukraine. L'Occident a perdu la face et sa crédibilité en Palestine en soutenant un État voyou qui ne respecte rien et qui prétend se positionner au-dessus de tous les autres. Je vais sans doute étonner bon nombre d'entre vous, mais pour moi, l'événement qui a eu les conséquences les plus importantes, quoique méconnues, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas l'effondrement de l'Union soviétique, et pas davantage la destruction des tours du World Trade Center. Pour moi, l'événement le plus important, c'est l'assassinat du président Kennedy et son remplacement par Lyndon Baines Johnson, le plus grand Saiyan que la Terre ait porté, qui a fait l'exact inverse de ce que voulait faire John Kennedy en politique étrangère, selon des documents aujourd'hui déclassifiés. C'est en faisant cela que lui et ses complices ont façonné l'histoire des 50 années qui ont suivi sa présidence. Kennedy voulait rapatrier 17 000 conseillers militaires US présents au Vietnam en 1963, en novembre, au moment où il a été assassiné, et mettre fin à la guerre avant 1965. Plus de guerre. Johnson a mis jusqu'à 700 000 soldats US supplémentaires pour y faire la guerre, une guerre qui a duré 12 ans de plus, de 1963 à 1975. Kennedy voulait réduire l'aide financière à Israël, la diviser par 2, et s'opposer au programme nucléaire israélien. Il refusait la fourniture d'armements offensifs à Israël pour éviter qu'Israël ne se lance dans des guerres de conquête. Johnson a fermé les yeux et donc favorisé le programme nucléaire israélien. Il a triplé le montant de l'aide militaire et a fourni les premiers armements offensifs US à Israël, et il a donné son feu vert pour la guerre de 1967, parce qu'il était encore au pouvoir, Johnson, qui a permis à l'État d'Israël de tripler la surface de son territoire. À la question qui avait intérêt à l'époque à la disparition de Kennedy et à qui cette disparition a-t-elle profité le plus, 2 réponses viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on prend connaissance des archives déclassifiées. Il y avait bien sûr le lobby militaro-industriel et l'État d'Israël. C'est également sous la présidence de Johnson qu'est né le néoconservatisme et que la protection de l'État d'Israël a été la plus complète. Johnson est allé jusqu'à étouffer la gravissime affaire du Liberty pour protéger le jeune État hébreu. Chacun peut et doit alors se poser quelques questions et émettre des hypothèses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Liberty, non? Oui. Non, le Liberty, c'est un bateau américain, espion, hein, qui écoutait les communications. Il était en Méditerranée, il écoutait les communications. Il était à proximité donc entre l'Égypte et Israël. Et les Israéliens ont attaqué ce bateau américain.
et l'ont quasiment coulé. Il a dû se traîner jusqu'au Liban. Il y a eu des dizaines de morts, hein, au moins une quinzaine de, enfin 15 ou 20 morts, hein, et les Américains ont envoyé, alors ils ont eu le temps d'appeler au secours et de désigner qui les avait attaqués. En fait, Israël voulait faire porter le chapeau à l'Égypte. Donc ils voulaient attaquer le bateau et dire « Regardez, les Égyptiens sont méchants, ils vous ont coulé un bateau. » C'est ça qu'ils voulaient faire. Manque de chance, les gens ont réussi à sonner l'alerte. Et les avions américains ont décollé des porte-avions pour aller porter secours. Et Johnson, l'apprenant, a rappelé les avions qui se portaient au secours du Liberty. Il a donc laissé le Liberty et il a étouffé complètement l'affaire. C'est-à-dire que les gens ont été enterrés sans mention de leur appartenance au Liberty, etc. Et ça a été, il a complètement occulté l'affaire pour éviter que l'Amérique ou l'opinion publique américaine se dresse contre Israël. Voilà ce qu'il a fait. Donc, quelque part, bon, moi j'appelle ça une trahison, mais certains appelleront ça comme ils veulent. Alors pourquoi tant de sollicitude de Johnson envers l'État hébreu? L'analyse de la généalogie de Johnson nous apporte peut-être un élément de réponse. La mère de Johnson s'appelait Rebecca Baines. Elle était juive et ses grands et arrière-grands-parents maternels étaient juifs également, d'immigration allemande, ce qui fait de Johnson, par ligne matrilinéaire, il n'y a aucun problème, le premier et le seul président généalogiquement juif de l'histoire des USA, si l'on s'en tient à son ascendance matrilinéaire sur 3 générations, rappelée par la publication. Alors ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Évidemment, je prends mes sources, moi, dans les publications de l'État hébreu, ou attachées à l'État hébreu. Donc, j'ai trouvé l'article sous la plume d'un dénommé Kuppermink, qui a publié son article sur la généalogie de Johnson dans la publication Tribune juive. Cela a-t-il pu jouer un rôle dans sa promotion à la vice-présidence des États-Unis? A-t-il été prépositionné à ce poste par des lobbies dans un but bien précis? Malgré l'opposition de Robert Kennedy, qui n'avait aucune confiance en lui. Aucune. Cela a-t-il pu jouer un rôle dans la politique de Johnson vis-à-vis d'Israël? L'évolution très pro-israélienne de la gouvernance Johnson a-t-elle favorisé l'éclosion et le développement du néoconservatisme sous sa présidence? Sachant que c'est le néoconservatisme aujourd'hui qui mène le monde et qui... Enfin, on pourra en reparler après, je pourrais vous donner beaucoup de détails, parce que moi... Je vous donne pour l'instant des choses, mais après, si vous me posez des questions, on pourra rentrer dans les détails. Si les USA peuvent, à certains égards, être considérés aujourd'hui comme le meilleur proxy d'Israël, notamment pour certaines opérations militaires au Proche et Moyen-Orient, mais pas que, la remarquable organisation en lobbies, pluriel, de la diaspora pro-Israël et l'instrumentalisation des 50 000 Sayanim qui existent dans le monde, de la politique et des médias, ont-elles joué un rôle dans la diffusion des néoconservatrices, des idées néoconservatrices dans l'UE et dans l'OTAN? Pourquoi les néoconservateurs les plus jusque-boutistes sur la guerre en Ukraine figurent-ils ou ont-ils figuré au palmarès confessionnel de l'influence du Jérusalem Post, en 2022 notamment? Seraient-ils par hasard les mêmes que ceux qui sévissent encore ouvertement en Syrie ou en Palestine, et plus discrètement, mais plus efficacement, en Arménie?
Y aurait-il un rapport entre néoconservatisme, politique étrangère US et Israël? À chacun de se forger sa propre opinion, bien sûr. Pourquoi, pour moi, le monde ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui si Kennedy n'avait pas été assassiné? Kennedy était un partisan de la multipolarité. Et surtout si Lyndon Baines Johnson, premier et seul président généalogiquement juif et le plus grand saillant que la Terre ait porté, n'avait pas assuré la gouvernance des USA du 22 novembre 1963 au 20 janvier 1969. Je vous remercie de votre attention.